Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'expérience de Milgram. Stanley Milgram est un psychologue américain, né en 1933 et mort en 1984. Et il est principalement connu pour la série d'expériences qu'il a entreprises entre 1960 et 1963, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'expérience de Milgram. Cette expérience avait pour but principal de montrer la tendance de l'être humain, et notamment de l'être humain social, à la soumission à l'autorité. Beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent cette expérience, on en trouve des références dans la culture populaire, il existe même un film dans lequel cette expérience est reproduite, le film I comme Icare d'Henri Verneuil, sorti en 1979, et dont vous pourrez trouver facilement des extraits sur Internet. Dans cette vidéo, on va non seulement présenter cette expérience, décrire le protocole de Milgram, ainsi que les résultats qu'il a obtenus, mais on va aussi proposer une interprétation de cette expérience, une interprétation qui sera à contre-courant des interprétations classiques, et comme sur cette chaîne, on n'est pas là pour trouver la vérité, mais pour donner matière à penser, eh bien on va essayer de pousser un petit peu la réflexion sur cette expérience, pour tenter de voir ce qu'elle nous dit. L'expérience de Milgram a pour but d'évaluer le degré d'obéissance d'un individu à une autorité. Plus exactement, et vous verrez que c'est important de faire la précision, à une autorité perçue comme légitime. On parle alors de soumission, la soumission désignant ici une action qui va contre la conscience morale de l'individu. La soumission se caractérise par le fait qu'il y ait un conflit moral. Un conflit entre l'action réalisée par le sujet et sa conscience morale qui lui interdit de faire cette action. Sa conscience morale qui s'oppose à son acte. Donc même si je pense que vous êtes déjà très nombreux à connaître le principe de l'expérience de Milgram, on va quand même prendre le temps de faire un rappel et d'expliquer en quoi consiste précisément cette expérience. Un laboratoire scientifique publie une annonce, un appel à participer à une expérience scientifique sur l'apprentissage. On explique que le but de cette expérience, c'est d'évaluer l'efficacité de certaines méthodes dans la mémorisation et dans l'apprentissage. Donc une fois que les participants se sont manifestés, ils entrent dans le laboratoire par groupe de 2. Donc chaque expérience implique 2 participants qui entrent dans la salle d'expérience et qui sont reçus par une équipe de scientifiques en blouse blanche, c'est-à-dire portant les attributs de leur autorité. Et à ce moment-là, on effectue un tirage au sort entre les 2 participants pour répartir les rôles, pour désigner le rôle que chacun des 2 participants va remplir durant l'expérience. À l'issue du tirage au sort, l'un des participants est désigné élève et l'autre est désigné professeur. À ce moment-là, on installe l'élève sur une chaise électrique dans une pièce distincte du professeur, et le professeur, quant à lui, est placé devant un pupitre qui contient une liste de mots à dicter à l'élève pour qu'il les retienne. Et donc le but du jeu, c'est que l'élève doit mémoriser un maximum des mots de la liste, et à chaque erreur, le professeur aura le devoir de lui envoyer une décharge électrique. Alors au début, il s'agit d'une décharge assez légère, et plus les erreurs seront nombreuses, plus les décharges seront puissantes. C'est-à-dire qu'à chaque erreur, la décharge électrique augmente de 15 volts, pour finir avec la décharge maximale d'environ 400 volts. Donc 400 volts, je peux vous dire que vous le sentez passer. Quand on met les doigts dans la prise électrique, on risque du 220 volts. Donc là, on est quasiment sur le double. Donc cette expérience peut avoir un côté amusant au départ, le fait de jouer des rôles, le rôle du professeur, le rôle de l'élève. Mais sauf que, au bout d'un certain nombre d'erreurs, et donc au bout d'un certain nombre de décharges électriques envoyées à l'élève, le professeur se rend bien compte que l'élève commence à souffrir. Il se rend bien compte que le mal qu'il lui inflige est réel, d'autant que l'élève exprime sa douleur, d'abord par des gémissements, puis par des cris, et à la fin par des supplications. Il supplie les scientifiques de mettre un terme à l'expérience, mais le problème c'est que le scientifique qui se tient aux côtés du professeur lui demande de continuer. Il lui demande de continuer, il lui interdit même d'arrêter l'expérience. Et c'est à ce moment-là que le sujet professeur commence à entrer dans un conflit moral. Il rentre dans un conflit moral parce qu'il voit bien que ce qu'il est en train de faire n'est pas normal. Il a conscience que le rôle d'une expérience scientifique ne devrait pas être de faire souffrir.
un laboratoire scientifique n'est pas censé être un lieu de torture, et c'est justement pour cette raison, c'est justement parce qu'un laboratoire scientifique n'est pas un lieu de torture, que le sujet est incité à continuer. À chaque fois que le professeur hésite à envoyer la décharge suivante, le scientifique le regarde dans les yeux et lui dit « Poursuivez ». Plus exactement, le scientifique répond à la première hésitation du professeur en lui disant « Veuillez continuer s'il vous plaît ». Lorsque le sujet exprime une deuxième fois son désir d'arrêter l'expérience, le scientifique lui dit alors « L'expérience exige que vous continuiez ». Donc on voit bien que sur le plan de la formulation de la phrase, il y a un palier qui est franchi en termes d'expression de l'autorité, en termes d'expression de la contrainte. Au bout de la troisième fois, le scientifique répond « Il est absolument indispensable que vous continuiez ». Donc là encore, un nouveau cap est franchi dans la rhétorique de l'obéissance pour arriver à la quatrième phrase du scientifique « Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer ». Alors il se trouve, je fais une petite parenthèse mais ça aura son importance pour la suite, que dans cette expérience, il y a différents paramètres variables. Et parmi ces paramètres variables, notamment la distance entre l'enseignant et l'élève. Il se trouve que la proximité physique favorise l'empathie, alors qu'au contraire, la distance favorise le détachement. Si vous préférez, il est plus facile d'infliger des souffrances à un inconnu lorsqu'on est physiquement à distance. Un autre paramètre variable dans l'expérience, c'est le degré de cohérence entre les scientifiques, c'est-à-dire entre les représentants de l'autorité. Par exemple, si au sein de l'équipe des scientifiques qui chapeautent l'expérience, l'un d'eux manifeste son souhait d'arrêter l'expérience, et que s'engage alors un conflit au sein de l'autorité, eh bien systématiquement on constate que le professeur arrête l'expérience. À partir du moment où apparaît une faille dans la cohérence entre les représentants de l'autorité, cette autorité s'effondre. Et donc à la fin de l'expérience, on révèle le poteau rose. On révèle au professeur que le but véritable de l'expérience n'était pas de tester des méthodes d'apprentissage, mais que le véritable but de l'expérience, c'était d'évaluer son degré d'obéissance à l'autorité. C'était lui le sujet de l'évaluation scientifique. Alors ce qui est amusant, c'est que dans les rapports qui ont été faits de cette expérience, on indique que le moment de la révélation de la vérité, le moment où on informe le professeur que c'était lui le cobaye de l'expérience, eh bien cette révélation est censée le rassurer. Pourquoi le rassurer ? Eh bien parce que ça signifie qu'en réalité l'élève était un comédien. Il ne lui a donc infligé aucune souffrance. C'est ça qui est censé le rassurer. Finalement, je n'ai rien fait de mal, se dira-t-il. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis pas sûr que cette révélation soit de nature à le rassurer. Parce qu'en même temps qu'on lui révèle qu'il n'a infligé aucune torture à ce pauvre élève, on lui fait en même temps savoir qu'il a accepté le principe d'envoyer des décharges électriques à un innocent parce qu'il avait donné des mauvaises réponses. Autrement dit, on le rassure en lui disant qu'il ne lui a causé aucune douleur, mais on le traumatise en lui mettant sous le nez sa culpabilité. On le met face à la réalité de ses actes. Si bien qu'on pourrait se demander d'ailleurs, qui de tout ce petit monde est le plus sadique ? Est-ce que c'est le professeur qui envoie des décharges électriques ? Ou est-ce que c'est le scientifique qui cache au professeur la nature réelle de ce qu'ils sont en train de faire ? Dans les faits, on observe que le taux d'obéissance moyen à cette expérience est d'environ 65%. Alors c'est un chiffre qu'il faut considérablement relativiser parce que ça dépend des variables. Ça dépend des paramètres qui ont été choisis pour chaque expérience, parce que le tableau récapitulatif de l'expérience nous apprend qu'en cas de contact physique entre le professeur et l'élève, le taux d'obéissance tombe à 30%. Et plus encore, quand il y a des ordres contradictoires au sein de l'équipe scientifique, le taux d'obéissance chute carrément à 0%. Donc on voit bien à quel point la cohérence au sein des représentants de l'autorité est absolument primordiale dans l'obéissance du sujet. Et dans tous les cas, on retiendra que tous les participants, absolument tous les participants, ont manifesté des signes de réticence. Des signes de réticence qui pouvaient aller de la simple question « Est-ce que je dois continuer ? Est-ce qu'il est normal que l'élève ait aussi mal ?» à la protestation, voire à l'interruption pure et simple de l'expérience. Donc déjà, ça permet de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de psychopathes dans le lot. Et ça, en soi, c'est déjà rassurant.
Et pourquoi je dis ça? Eh bien, justement parce que j'aimerais maintenant aborder le sujet des commentaires qui ont été faits à propos de cette expérience, et notamment le commentaire de Milgram lui-même. Milgram a qualifié les résultats de son expérience d'inquiétants. Et c'est d'ailleurs l'idée qu'on retrouve la plupart du temps dans l'opinion publique, c'est-à-dire que quand on demande à une personne qui a connaissance de cette expérience ce qu'elle pense des résultats, bien la plupart des personnes disent la même chose, que c'est inquiétant, que ça révèle à quel point l'être humain est soumis, à quel point l'être humain obéit à l'autorité, au point d'occulter totalement ce que lui dit sa conscience. C'est ça le commentaire le plus fréquent sur cette expérience. En 1974, Milgram a cherché à comprendre les causes de ces résultats. Autrement dit, il s'est intéressé aux raisons pour lesquelles la plupart des sujets avaient obéi aux injonctions de l'autorité. Il a donc publié un livre dans lequel il essaie de comprendre le phénomène de la soumission à l'autorité. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Car dès qu'on parle de l'expérience de Milgram, c'est-à-dire d'une expérience scientifique, une expérience de psychologie sociale, on a tendance à tomber immédiatement dans le jugement moral. On va dire que c'est inquiétant, on va même dire que c'est scandaleux. Autrement dit, on va porter un jugement de valeur sur ce résultat, alors même que le but d'une expérience scientifique, c'est d'abord de comprendre. Comprendre un phénomène au lieu de le juger. Parce que lorsqu'on juge moralement le résultat d'une expérience scientifique, bien on oublie une chose, c'est que les sujets qui envoient des décharges électriques, c'est nous tous. Une expérience scientifique, et plus particulièrement une expérience en psychologie sociale, elle implique un échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va prendre des sujets qui sont représentatifs de la population. Et donc lorsque l'on s'extrait des résultats de cette expérience en disant par exemple que nous ne l'aurions pas fait, c'est tout simplement faux. En tout cas, statistiquement faux. La réalité, c'est qu'on ne peut pas savoir comment on aurait réagi. On ne peut pas s'auto-exclure du groupe des bourreaux sans avoir été soumis à l'expérience. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile de dire ce qu'on aurait fait ou ce qu'on n'aurait pas fait, alors même qu'on n'a pas été dans la situation de le faire ou de ne pas le faire. Quand on parle au conditionnel, c'est qu'on n'est pas en mesure de parler à l'indicatif. Et cette attitude qui consiste à dénoncer, à juger, à s'offusquer de ce que la plupart des personnes obéissent à l'autorité, c'est déjà en soi un comportement problématique. Un comportement de spectateur. Le spectateur qui distribue les bons et les mauvais points, sans essayer de comprendre la nature du phénomène qui est mis en évidence dans cette expérience. Comprendre ce que les résultats de cette expérience nous disent. Parce que finalement, quand on dit que nous, à la place du professeur, on aurait réagi autrement, qu'on aurait mis un terme à l'expérience, qu'on aurait fait prévaloir notre conscience morale, quand on fait ça, on fait exactement la même chose que le cobaye qui obéit. De la même façon que le cobaye élude sa responsabilité en la reportant sur l'autorité scientifique, on élude notre propre responsabilité en la reportant sur une affirmation qu'on est incapable de prouver. Cette expérience ne doit pas nous conduire à juger l'être humain, mais à le comprendre. À comprendre ce qui a fait que 65% des sujets ont obéi. Et donc c'est ce qu'a essayé de faire Milgram, il a étudié ce phénomène, et il en est arrivé à la conclusion que l'obéissance était une tendance sociale générale liée à l'intégration dans un système hiérarchique. L'idée, c'est de dire qu'il existe, dans la plupart des groupes, une hiérarchie perçue comme légitime, parce que nécessaire au fonctionnement du groupe, avec à sa tête une ou des autorités. Parce qu'attention, c'est très important de préciser qu'il y a une distinction à faire entre une autorité perçue comme légitime et une autorité perçue comme illégitime. On aura beaucoup plus de facilité à obéir à une autorité perçue comme légitime qu'à obéir à une autorité qu'on ne reconnaît pas. Et je mets de côté le cas de la contrainte physique. Mais pour faire une analogie très simple, supposons que votre meilleur ami, dans lequel vous avez confiance, vous demande de lui rendre un service et que ce service implique que vous fassiez quelque chose qui vous mette en danger. Peut-être que vous allez refuser. Peut-être que vous allez lui répondre « Non, désolé, mais je ne te rendrai pas ce service. » Mais une chose est sûre, c'est que vous allez y réfléchir. Autrement dit, même si vous refusez, vous accordez à votre meilleur ami suffisamment de crédit pour prendre le temps d'analyser sa demande, pour prendre le temps de la considérer. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas d'influence. On ne peut pas faire semblant de croire que la confiance que vous placez dans une personne n'a aucune influence
dans votre décision de satisfaire ou pas l'une de ces demandes. Ça joue. Bien sûr que ça joue. Et bien sûr que vous aurez beaucoup plus de facilité à satisfaire la demande de votre meilleur ami qu'à satisfaire la demande d'un inconnu croisé dans la rue. Ce que je veux dire par là, c'est que notre degré d'obéissance à une demande quelconque est influencé par le crédit que l'on place dans celui dont émane la demande. Un scientifique en blouse blanche, qui vous accueille dans un laboratoire, qui fait partie d'une équipe, autrement dit qui s'intègre parfaitement dans le système hiérarchique social, il est normal de le considérer a priori comme digne de confiance. Ça ne veut pas dire qu'il est normal de faire absolument tout ce qu'il nous demandera. Bien sûr que non. Mais ça veut dire qu'il est normal que cela crée un conflit. Un conflit intérieur. Un conflit intérieur entre votre conscience morale et votre certitude d'être face à une autorité légitime. À une autorité dans laquelle vous pouvez placer du crédit. Je rappelle que crédit, credo en latin, ça veut dire croire. Donner du crédit, ça veut dire donner des raisons de croire. Donner des raisons de faire confiance. Un scientifique qui vous demande de poursuivre l'expérience et qui ajoute qu'il prend toute la responsabilité des conséquences, ça vous incite à ne pas le considérer comme un simple malade mental qui vous demande de torturer un innocent. Donc il est normal qu'il y ait conflit moral. Conflit entre le sentiment de faire quelque chose de mal, de faire souffrir un innocent, et la conviction profonde qu'une autorité scientifique ne peut pas nous demander de faire quelque chose de cruel. Parce que si on ne peut pas faire confiance à un scientifique, autrement dit si on ne peut pas se fier à un représentant légitime de l'autorité, bien à ce moment-là, c'est notre confiance dans les structures mêmes de la société qui s'évapore. À ce moment-là, on ne peut plus avoir confiance en personne. Vous comprenez ? Le sujet qui envoie les décharges, il est bien conscient que ce qu'il fait n'est pas normal. Il est bien conscient que ça ne se fait pas. Et pourtant, il est en train de le faire. Il faut bien qu'il y ait une raison. Il faut bien qu'il y ait une explication. Et même si le sujet ne voit pas l'explication, même s'il persiste à trouver ça anormal, il a en lui une confiance dans les structures de la société telle qu'il ne peut pas croire qu'on lui demande de commettre un acte répréhensible. Un acte condamnable sur le plan moral. Alors vous allez me dire, c'est une conception bien naïve. Comment croire que des représentants de l'autorité ne puissent pas nous demander de faire quelque chose d'illégitime ? Bien sûr que c'est naïf. Bien sûr que ça participe d'une vision angéliste de la société. On est bien d'accord. Il faut bien resituer que, pour la plupart des gens, nous vivons dans une société qui fonctionne selon des règles et des principes, une société bâtie sur des structures, parmi lesquelles la confiance. Sans confiance, pas de vie sociale possible. Et je ne parle pas de la confiance qui consiste à laisser sa porte ouverte quand on part travailler, ou à laisser ses clés de voiture sur le contact. On parle de la confiance qui fait que, quand vous allez chercher votre baguette chez le boulanger, vous ne présupposez pas que votre baguette est empoisonnée. On parle de la confiance qui fait que vous ne soupçonnez pas votre facteur de lire votre courrier. C'est de cette confiance-là qu'on parle. La confiance comme condition de possibilité de la coexistence sociale. Et le fait de ne pas prendre en compte cette dimension de la confiance nécessaire à la coexistence sociale, le fait de penser qu'il serait anormal d'obéir à une demande émanant d'une autorité perçue comme légitime, c'est ça qui est naïf. Parce que c'est nier l'idée que l'individu n'a pas une autonomie absolue, une autonomie morale absolue. J'imagine que certains d'entre vous doivent connaître les caméras cachées de François Damiens. Et que fait François Damiens dans ces caméras cachées ? Et la plupart du temps, il joue le rôle d'un agent social auquel on accorde spontanément notre confiance. Il va jouer le rôle d'un guichetier à la poste, il va jouer le rôle d'un vendeur de chaussures ou d'un réceptionniste. C'est-à-dire qu'il va jouer le rôle d'un individu qui s'insère dans une structure sociale. Et donc quand il s'amuse à faire répéter 25 fois la même chose à un usager, eh bien l'usager, de bonne foi, il va lui répéter 25 fois la même chose. Et l'usager va bien entendu se rendre compte qu'il y a un problème, se rendre compte que la situation n'est pas tout à fait normale. Et pourtant, il va malgré tout accepter. Il va malgré tout jouer le jeu de la confiance sociale. Et l'être humain est très fort quand il s'agit de croire dans des raisons qu'il ignore. L'être humain est très fort quand il s'agit d'accepter de ne pas comprendre dans une situation qui sort totalement des règles conventionnelles. Des règles qu'on s'attend à voir appliquées dans la société. L'individu se dira, si on sort des conventions, c'est qu'il y a une raison. Je ne peux pas croire dans l'idée que les structures sociales ne tiennent plus. Donc j'accepte. J'obéis, parce qu'il doit bien y avoir une raison.
Cette attitude qui consiste à se rendre compte que quelque chose n'est pas normal, mais à l'accepter au nom de la confiance dans les structures sociales, c'est ce que j'appellerais un conflit des paradigmes. Le conflit entre notre représentation des structures sociales et la réalité de la situation à laquelle on fait face. Et ce conflit peut conduire le sujet à prendre le parti de la confiance dans les structures de la société. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on disait que le taux d'obéissance des sujets de l'expérience de Milgram tombait à 0% quand le sujet percevait une décohérence de l'autorité. C'est-à-dire lorsque deux représentants de l'autorité émettent un désaccord. Et ça confirme tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que quand François Damiens joue le rôle d'un guichetier à la poste et qu'il persécute un pauvre usager, là il suffit que le directeur de la poste arrive et qu'il demande à François Damiens ce que c'est que ce bordel, qu'il lui demande à quoi il joue, à ce moment-là vous pouvez être certain que l'usager va se rebeller. Parce que la décohérence de l'autorité à laquelle il sera en train d'assister, ce sera pour lui le feu vert à la désobéissance. Le feu vert à l'expression de son autonomie morale. Juger celui qui obéit et le qualifier de soumis, c'est oublier un peu vite que nous obéissons tous à des autorités. Nous passons notre vie à obéir. Les employés obéissent à leur patron. Le contribuable obéit au fisc. Le soldat au colonel. Bien rares sont ceux qui peuvent se prévaloir de n'obéir à aucune autorité. Et d'ailleurs, remarquez que le jugement que l'on porte sur ceux qui obéissent à l'autorité, curieusement, on oublie de le porter dans les situations où nous sommes nous-mêmes en situation d'obéissance. La question serait plutôt de savoir, à quoi obéit-on ? Qu'est-ce que c'est qu'une guerre ? Une guerre, c'est une soumission massive à une autorité. Une guerre, ça consiste à aller tuer sur ordre, à tuer des personnes qu'on ne connaît pas, et de le faire sans qu'on nous pose la question de savoir si on trouve ça légitime ou pas. Et pourtant, nous célébrons les héros de guerre comme des modèles de courage. Le problème n'est pas tant l'obéissance que l'obéissance aveugle. L'obéissance aveugle, c'est l'obéissance qui nous fait abandonner notre discernement. C'est l'obéissance que nous ne remettons pas en cause. C'est l'obéissance comme habitude sociale. Et finalement, on peut trouver beaucoup plus de choses à reprocher au conformisme social, c'est-à-dire à la soumission libre et consentie à des normes, à des codes que nous ne remettons absolument pas en cause au quotidien, comme la soumission à la mode, comme la soumission à l'idéologie dominante. Cette soumission du quotidien qui nous rend aveugles à l'abandon de notre discernement, à l'abandon de notre libre arbitre. Le conformisme social est d'autant plus problématique qu'il n'est pas perçu de manière consciente. Contrairement à l'obéissance à une autorité qui, elle, est consciente. Dans le cas de l'obéissance à une autorité, un conflit des paradigmes s'engage. Un conflit des valeurs et des représentations traverse l'individu. Il est face à un dilemme. Mais il a au moins conscience d'être face à un dilemme. C'est parce que le conformisme social est inconscient et n'est pas perçu comme dangereux qu'il est d'autant plus dangereux. Parce qu'à travers le conformisme social, on abandonne notre capacité d'insurrection. En 1961 s'est tenu le procès d'Adolf Eichmann. Eichmann était un haut fonctionnaire du Troisième Reich. Il était responsable de la logistique de la solution finale. Après avoir échappé au procès de Nuremberg, il a été retrouvé, capturé et condamné à mort à l'issue d'un procès à Jérusalem. Et la philosophe Hannah Arendt s'est intéressée à son cas, elle s'est intéressée à son procès, dont elle a fait un compte-rendu dont une phrase est restée célèbre, une phrase dans laquelle Hannah Arendt évoque la banalité du mal. Ce que cette expression signifiait, et c'est ce que dira Hannah Arendt, et qui d'ailleurs lui vaudra de très nombreux reproches, c'est le fait qu'elle ait dit que le comportement d'Eichmann se rapprochait davantage d'un comportement bureaucrate que d'un comportement criminel. Autrement dit, Eichmann n'ayant pas été au contact des conséquences de ses décisions, il n'a à aucun moment eu le sentiment d'agir en criminel de guerre. Le phénomène qui est à l'œuvre dans l'expérience de Milgram et dans cette soumission à l'autorité légitime, c'est un phénomène de délégation de la responsabilité. Et la délégation de la responsabilité, c'est lorsqu'on abandonne son autorité morale au profit d'une autorité qui prend en charge les conséquences de nos actes. La délégation de la responsabilité, c'est le fait de se dire qu'on est couvert. Et donc que lorsqu'on agit, d'une certaine manière, ce n'est pas nous qui agissons. C'est l'autorité qui agit à travers nous. Et c'est ainsi que la responsabilité se reporte, se dilue,
et donc en quelque sorte réduit la pression qu'elle exerce sur la conscience de l'individu. Alors j'ajouterai simplement, pour terminer cette analyse, que les résultats obtenus par Milgram ont été contestés par une philosophe australienne du nom de Gina Perry, qui a publié un livre en 2013 dans lequel elle accuse Milgram d'avoir manipulé les résultats de son étude. Alors parmi les aspects qu'elle conteste, elle écrit notamment que, en réalité, ce ne serait pas 65% des sujets qui auraient obéi, mais moins de la moitié, moins de 50%. Et ça, évidemment, ça change la donne. En tout cas, symboliquement, ce n'est pas la même chose de dire que la majorité des individus obéissent à l'autorité que de dire que c'est en fait moins de la moitié. Parce qu'évidemment, si c'est la majorité des individus qui obéissent, on est en droit de conclure que c'est l'être humain lui-même qui se soumet à l'autorité. Lorsqu'une majorité d'individus sont concernés par un phénomène, il devient beaucoup plus facile et beaucoup plus tentant de généraliser cette majorité à l'ensemble des individus. La deuxième chose que conteste Gina Perry, c'est le fait qu'il y aurait eu, dans la série d'expériences qui ont été menées, des infractions au protocole. On a vu tout à l'heure que, face aux réticences du sujet évalué, face aux réticences du professeur, le scientifique devait prononcer 4 phrases, et à chaque nouvelle phrase, l'injonction se faisait un peu plus pressante. Ce que nous dit Gina Perry, c'est qu'il est arrivé que le scientifique aille jusqu'à demander 26 fois au sujet de poursuivre l'expérience. 26 fois au lieu des 4 qui étaient prévus dans le protocole. Donc évidemment, ça ne remet pas en cause le fait que le sujet a fini par obéir, mais ça relativise l'idée selon laquelle il n'en faudrait pas beaucoup pour faire obéir le sujet. Là encore, ça change un petit peu la donne sur l'idée assez répandue selon laquelle l'expérience de Milgram démontrerait une sorte de soumission automatique et aveugle à l'autorité. Et enfin, le troisième aspect qui est reproché à Milgram, c'est le fait qu'il y aurait eu chez lui, dès le début, un biais de confirmation, c'est-à-dire que Milgram n'aurait pas organisé cette expérience de manière totalement innocente, mais qu'il avait déjà une certaine idée du résultat qu'il souhaitait obtenir. Autrement dit, que Milgram voulait prouver que l'être humain a tendance à se soumettre à l'autorité. Et ça, c'est quelque chose qui, sur le plan de la méthodologie scientifique, pose de très gros problèmes. Parce qu'évidemment, l'intention du scientifique qui organise une expérience de ce type, ça révèle qu'il a un intérêt à obtenir certains résultats plutôt que d'autres. Autrement dit, ça pourrait expliquer, en partie, le fait que le pourcentage de sujets qui obéissent aurait été augmenté et le fait que des infractions au protocole aient pu être commises. Si l'expérience de Milgram nous apprend quelque chose, c'est d'abord la formidable complexité de la conscience morale humaine. Une conscience morale qu'on a souvent tendance à placer dans des situations manichéennes. Des situations où ce qui s'opposerait, ce serait le bien contre le mal, ce serait les gentils contre les méchants. Si le jugement moral à l'égard des sujets obéissant à l'autorité me paraît pour le moins malvenu, c'est lié au fait que ça participe de cet oubli général, de cette inconscience générale, de notre propre part sombre, de notre propre côté obscur, qui fait qu'on s'érige d'autant plus comme les représentants du bien, les représentants de la bonne conscience, qu'on n'a pas eu à subir l'expérience du conflit moral. Subir l'expérience du conflit moral, subir l'expérience du dilemme, c'est quelque chose qui nous prémunit contre le jugement. C'est quelque chose qui nous porte davantage à essayer de comprendre qu'à vouloir juger, qu'à vouloir s'ériger en peseur des consciences qui nous indiquent quelle porte nous méritons, la porte de l'approbation ou la porte de la condamnation. Rousseau disait que dans l'état social, les citoyens obéissent à des lois. Ils obéissent aux lois, mais ils n'obéissent qu'aux lois. Et c'est parce qu'ils obéissent aux lois qu'ils n'obéissent pas aux hommes. En obéissant à une loi, on n'obéit pas à un homme. On obéit à un principe impersonnel. Face à un principe, nous sommes seuls à choisir. Et c'est parce que nous sommes seuls à choisir que nous devons faire l'épreuve du déchirement de la conscience et en assumer la responsabilité. Obéir aux hommes, c'est obéir à des êtres corruptibles. Obéir à des idées, à des valeurs, à des principes, c'est obéir à soi-même. C'est choisir sans juger.
c'est choisir et assumer. Je vous remercie.